La guerre russe contre l'Ukraine avait bouleversé le continent européen. Comment imaginer un avenir, un monde de l'après-guerre? Quelle sera la place de l'Ukraine dans l'architecture de la sécurité européenne et quelle devrait être la stratégie de l'Europe pour la Russie? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer les publics étrangers sur l'Ukraine. Avec moi, Marie Dumoulin, ancienne diplomate, directrice du programme Europe élargie à l'European Council of Foreign Relations. Bonjour à Marie, bienvenue à notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice du programme Europe élargie à l'European Council of Foreign Relations. Vous êtes spécialiste non seulement de l'Ukraine mais surtout de la région. Vous êtes auteur de plusieurs publications sur cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, mais plus largement sur la région. Vous vous intéressez à des questions géopolitiques aussi. Donc, ma première question à vous serait très grande. On constate que cette guerre de la Russie avait déjà bouleversé tout le continent. Et quelles seraient, selon vous, les principales révélations européennes suite à cette agression russe? Alors d'abord, merci de me recevoir dans votre podcast que j'écoute régulièrement et donc je suis très heureuse d'y participer cette fois-ci. Il y a énormément de leçons, je pense, qu'il faudra tirer de cette guerre pour le continent européen. Je pense qu'on n'est pas au bout des leçons qu'on aura à en tirer, mais peut-être s'il y a une chose à retenir depuis le début de cette guerre, c'est le fait que l'Union européenne, qui depuis plusieurs années maintenant s'efforçait de devenir un acteur géopolitique, a fait la preuve qu'elle en avait la capacité. Elle a montré depuis février 2022 une capacité d'adaptation et d'invention de nouveaux instruments pour soutenir l'Ukraine dans des circonstances extrêmement tragique et avec une relative rapidité étant donné les procédures de décision habituelles de l'Union européenne, qui lui ont fait sans doute passer à un nouveau stade de sa construction en tant qu'entité politique. Oui, tout à fait. Donc, on constate qu'il y ait, il y a la création de nouvelles structures, de nouvelles méthodes, de nouvelles approches. Et donc, on a l'impression de cette mobilisation européenne pour cause ukrainienne, mais à la fois, on constate une certaine lenteur, en tout cas, vu d'ici, vu depuis l'Ukraine, on constate une certaine lenteur des décisions historiques, en quelque sorte, pour cette guerre. On voit plusieurs hésitations aussi concernant l'issue de cette guerre. Le mot victoire, oui, il est prononcé tout le temps en Ukraine. Il est prononcé souvent en Europe, mais pas dans tous les contextes. Donc, est-ce que vous constatez qu'il y ait à l'intérieur de l'Europe encore quand même des hésitations par rapport à la vision de l'avenir? Comment est-ce que cette guerre devrait être terminée? Alors d'abord, je pense que la lenteur est une notion qui est relative. Vu de Kiev, effectivement, les décisions des partenaires occidentaux sont beaucoup trop lentes parce que l'Ukraine joue son existence. Quand on regarde les choses depuis les capitales européennes, on est au contraire frappé par la rapidité avec laquelle ces changements se sont produits au sein de l'Union européenne. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte aussi, qui est le fait que les différents pays européens ont des histoires différentes, ont des perceptions de la géopolitique européenne qui sont très différentes et qui sont marquées par leur histoire.
Et ça n'a pas changé avec l'invasion, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Il y a maintenant une vision commune qui est en train de s'élaborer sur le rôle de la Russie et sur la place de l'Ukraine sur le continent européen, mais il reste, et c'est sans doute cela qui explique certaines des hésitations des États de l'Union européenne, il reste un passif historique avec des visions notamment de la Russie qui sont très divergentes. Un pays comme l'Allemagne a une histoire avec la Russie qui n'est évidemment pas celle ni de la Pologne ni de la France et qui sans doute explique les craintes d'escalade qui peuvent être plus marquées en Allemagne qu'elles ne le sont ailleurs. Parce que l'Allemagne a vécu pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale comme l'épicentre de la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Oui, tout à fait. Le rôle de l'Allemagne est très particulier. Par contre, ce qu'on observe avec beaucoup d'attention, la position française sur cette agression russe, et on peut constater, depuis plus d'un an déjà qu'il y ait un changement. Il est explicite. On voit le changement de la rhétorique. Rappelons-nous qu'au début de ce conflit, tout juste avant, le tragique 24 février 2022, président de la République française Emmanuel Macron se déplaçait, en Russie pour essayer de s'entretenir avec Vladimir Poutine, pour essayer de négocier sans doute une formule diplomatique, donc pour prévenir cette catastrophe que représente cette guerre. Il y avait ensuite d'autres phrases qui ont fait l'écho ici en Ukraine en tout cas sur la nécessité de ne pas humilier la Russie. Mais au fil de temps, on voit que la position change et on sait aussi que la France a une position très active aujourd'hui dans le débat, notamment sur la future adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Est-ce que vous pouvez confirmer déjà cette position française et est-ce que vos impressions de cette dynamique, elle est pareille? Alors je pense effectivement qu'il y a des changements majeurs dans la position française, mais ils ne sont pas nécessairement ceux qu'on a à l'esprit quand on parle de la position française. Euh, Typiquement, je crois que le dialogue qu'Emmanuel Macron a tenté d'avoir avec Poutine avant le début de cette guerre ne visait pas à trouver un compromis avec la Russie aux dépens de l'Ukraine. Il y avait une relation bilatérale avec l'Ukraine qui était forte avant 2022. Il y avait un soutien de la France à l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui avait été constant. Et je crois que si Emmanuel Macron a tenté ce dialogue, c'était avant tout pour éviter cette guerre, en partant du principe que lui avait cette relation avec Vladimir Poutine qui pouvait lui permettre d'engager ce dialogue. On a vu que ça n'avait pas produit de résultat. Je ne sais pas si Emmanuel Macron avait des attentes démesurées non plus sur les résultats que pouvait produire ce dialogue. En tout cas, je pense qu'il n'en a plus tellement depuis février 2022. Mais un autre élément qui explique cette démarche peut être le discours à tenir vis-à-vis du reste du monde. Parler à Vladimir Poutine a permis, d'une certaine manière, de désamorcer le discours russe sur le fait que les Occidentaux ne voulaient pas parler à la Russie, ne voulaient pas entendre les préoccupations de la Russie. On a parlé à la Russie, on a tenté d'entendre ce qu'elle avait à dire. Ça n'a pas empêché Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Donc, je crois que de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait eu cette tentative de dialogue ne signifiait pas qu'il y avait une sorte de complaisance française à l'égard de la Russie. Ce qui a changé, en revanche, c'est, je pense, la vision que la France peut avoir du continent européen. La France a longtemps conçu la sécurité européenne comme un ensemble qui devait nécessairement inclure la Russie d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je crois qu'il est clair que, et cette vision avait pour corollaire l'idée qu'il y avait des régions entre l'Union européenne et la Russie qui étaient une sorte de voisinage commun et qui devaient faire l'objet d'un dialogue et d'une forme de consensus. Je pense qu'avec
avec l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Paris a compris qu'il ne pouvait pas y avoir d'entre-deux. Et que ces pays que nous concevions comme un voisinage commun, s'ils n'étaient pas intégrés à l'Union européenne et à l'OTAN, ils ne pourraient pas se développer en toute sécurité. La question qui reste, c'est la manière de gérer le facteur russe dans la sécurité européenne, puisqu'à l'évidence, même lorsque cette guerre sera finie, et on l'espère tous par une victoire complète de l'Ukraine, la Russie restera un élément central de la sécurité européenne, y compris sous la forme d'une menace. Et ça, je pense que les Français n'ont pas renoncé à essayer de penser la place de la Russie dans la sécurité européenne, mais ils ont compris qu'il y avait davantage à faire et qu'il y avait à intégrer des pays comme l'Ukraine et la Moldavie aux structures que sont l'Union européenne et l'OTAN pour leur assurer un avenir en toute sécurité. Oui, c'est plutôt rassurant d'entendre cet argument-là puisque, vu de l'Ukraine, on constate que oui, même au moment où, l'Ukraine, va réussir à restaurer son intégrité territoriale, c'est-à-dire au moment où on va repousser les troupes russes au-delà de nos frontières, le menace, sera toujours là, même si peut-être ce sera pas imminent, mais il va se reproduire, dans des mois qui viennent ou dans des années ou des décennies qui viennent. Donc il faut une solution qui pourrait, justement décider le sort de l'Ukraine de la manière plus décisive. Ça veut dire très clairement qu'il faudrait une adhésion dans l'OTAN, il faudrait une adhésion dans l'Union européenne pour dire très clairement, très explicitement à la Russie que non, elle ne pourra plus agresser le pays voisin puisque voilà, l'OTAN il va jouer comme un facteur important dans ce dialogue et on a l'impression que le chemin, vers l'OTAN sera très long. À chaque fois, on évoque, que, sans adhésion de l'Ukraine, dans l'OTAN, la guerre ne sera pas terminée. Cet argument, tombe dans le vide en quelque sorte. Est-ce que parce que, on sait qu'il y ait des accords, on sent qu'il y a des désaccords, on sent qu'il y a des hésitations. Heu, Est-ce que vous croyez, que, stratégiquement, que cette décision, elle est toujours une décision politique, elle serait déjà prise à l'heure où on parle? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord la question des garanties de sécurité qu'on peut apporter à l'Ukraine, qu'elle soit ou non membre de l'OTAN. Il faut bien voir qu'il y a, chez un certain nombre d'alliés de l'OTAN, la crainte que si l'Ukraine était intégrée à l'OTAN sans que cette guerre soit finie, l'OTAN elle-même se retrouverait engagée dans cette guerre. Et donc je pense qu'il y aura des réticences à poursuivre le processus d'intégration à l'OTAN, ou en tout cas à le faire aboutir, tant que cette guerre ne sera pas finie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à titre bilatéral, apporter un certain nombre de garanties de sécurité. Et la France a été un des pays moteurs de cette discussion qui a conduit au sommet de Vilnius à la signature d'une déclaration qui maintenant a été endossée par une vingtaine de pays, prévoyant que ces pays apportent des garanties de sécurité bilatérales à l'Ukraine. Donc ça, c'est un élément qui sera fondamental pour marquer à l'Ukraine le soutien à long terme de ses partenaires, mais aussi pour signaler à la Russie que les partenaires occidentaux de l'Ukraine ne laisseront pas tomber l'Ukraine. C'est pour l'instant le calcul que fait la Russie de se dire les Occidentaux étant particulièrement volages, ne serait-ce que parce que ce sont des démocraties, ils finiront bien par se lasser de soutenir l'Ukraine et lorsque ce soutien cessera, la victoire sera nôtre. Donc cette idée d'apporter des garanties de sécurité de long terme à l'Ukraine, elle est pour moi fondamentale, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi vis-à-vis de la Russie. Et elle est aussi ce qui permettra de signaler aux populations ukrainiennes qui se sont réfugiées à l'étranger qu'elles peuvent revenir avec un sentiment de sécurité lorsque la guerre sera finie, aux investisseurs qu'ils pourront venir en Ukraine pour participer à la reconstruction. Mais si on s'en tient à ces garanties bilatérales,
ça risque d'avoir un coût extrêmement élevé pour les pays qui apporteront ces garanties, beaucoup plus élevé que ne le serait une intégration de l'Ukraine à l'OTAN, qui aurait un effet dissuasif beaucoup plus fort vis-à-vis de la Russie. Et donc, je pense que ça fait partie du raisonnement de la France lorsqu'il y a eu ce changement d'approche sur une adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN, de se dire, au fond, le seul moyen d'assurer dans la durée la sécurité de l'Ukraine tout en l'aidant à se reconstruire et donc en déployant des ressources pour la reconstruction qu'on ne pourra pas nécessairement utiliser pour l'appui sécuritaire à l'Ukraine, il faut que l'Ukraine soit dans l'OTAN parce que la garantie apportée par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord sera beaucoup plus forte que tout ce qu'on pourrait apporter à titre bilatéral. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, à titre bilatéral, ça coûte beaucoup plus cher, ça demande un engagement beaucoup plus fort et ça apporte beaucoup moins de résultats puisque, l'effet dissuasif pour la Russie, c'est bien sûr, c'est l'OTAN et donc, la France est, mon mot une des forces moteurs de cette idée-là. Mais, on sait que le chemin ne ça sera pas demain et sans doute, il faudra attendre déjà la fin de combat pour, pouvoir en parler vraiment, d'une manière réaliste et pas, uniquement, politique. Parlons aussi de, voilà, de l'avenir. Vous êtes auteur, d'une publication, récente, qui date du mois d'août 2023 où vous dites que, l'Union européenne devrait avoir une stratégie, pour la Russie, c'est-à-dire pas une véritable stratégie qui comprend selon vous quelques axes principaux dont, par exemple, l'Union européenne devrait aider les voisins, soutenir les voisins de la Russie, parmi eux l'Ukraine, mais aussi Moldavie, Géorgie et autres, diminuer l'influence de la Russie à l'échelle globale et préparer les changements à l'intérieur, de la Russie, à l'aide notamment, de diaspora russe dans les pays, occidentaux. Est-ce que vous pouvez préciser, voilà, votre vision stratégique de ce que l'Union européenne pourrait, faire grâce à cette stratégie russe? Alors, il faut bien voir que l'Union européenne n'a jamais réellement eu de stratégie vis-à-vis de la Russie, ne serait-ce que parce que les désaccords entre États membres que j'évoquais plus tôt sur leur vision de la Russie étaient tellement forts que toute politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie s'est toujours résumée au plus petit dénominateur commun. Jusqu'en février 2022, il y avait 5 principes fondamentaux qui encadraient les relations des pays européens avec la Russie, mais qui étaient réellement le minimum de ce sur quoi les Européens pouvaient se mettre d'accord. Et il y avait des discussions récurrentes sur la manière de traiter la Russie. Est-ce qu'il fallait être plus dur? Est-ce qu'il fallait essayer davantage d'engager un dialogue avec la Russie, de renouer certaines coopérations? Et on avait des positions très divergentes au sein de l'Union européenne sur ce sujet. Février 2022 a permis de clarifier les choses parce que il y avait une perception commune de la Russie en tant que pays agresseur. Cette perception, elle est valable pour ce qui concerne l'Ukraine, mais et finalement depuis février 2022, la politique européenne à l'égard de la Russie a été la politique de soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Or, les défis posés par la Russie ne se limitent pas à l'Ukraine. C'est le défi central, le plus important, le plus vital pour l'Ukraine et sans doute pour les Européens, et celui qui déterminera de la manière la plus forte l'avenir de notre continent. Mais il y a toute une autre série de sujets sur lesquels la Russie constituait un défi pour l'Union européenne. On pense aux questions de désinformation, on peut penser à la politique russe sur le continent africain. On peut penser aussi aux manœuvres de subversion ou d'influence au sein même des pays européens. Et donc sur tous ces sujets, il faut que l'Union européenne ait une politique de renforcement de sa propre résilience et de renforcement de ses propres défenses. Mais ça, finalement, c'est quelque chose que l'Union européenne doit faire
parce que la Russie est un acteur qui utilise ses faiblesses, mais la Russie n'est pas le seul acteur qui utilise ses faiblesses. Et le fait pour l'Union européenne de se renforcer n'est pas une politique russe. Si on veut avoir une politique russe, il faut prendre en compte les différents théâtres sur lesquels il y a très directement une confrontation entre les intérêts de la Russie et les intérêts des Européens. C'est le cas du voisinage et donc de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie et d'autres. L'idée n'est pas de décider pour ces pays qu'ils devront désormais se rapprocher de l'Union européenne, mais de les aider à renforcer leur propre résilience pour qu'ils puissent être pleinement souverains et avoir le choix de leurs alliances, que ces choix ne soient pas déterminés par les pressions que la Russie est capable d'exercer sur eux à ce stade. C'est aussi, cette confrontation, elle est aussi valable au niveau global. J'ai parlé du terrain africain, mais on a aussi au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde des situations dans lesquelles la Russie va très directement contre les intérêts stratégiques des Européens. Et puis la Russie est porteuse au niveau mondial d'un narratif anti-occidental qu'on ne peut pas laisser s'installer parce qu'il nuit à nos intérêts dans toute une série de régions du monde. Donc il faut avoir une capacité à parler aux pays du Sud, une capacité à démonter ces narratifs russes et à faire la preuve que dans un certain nombre de régions, et je pense notamment au continent africain, la Russie, sous couvert d'un discours anti-impérialiste, mène une politique d'exploitation des ressources de ces pays, de soutien à des pouvoirs illégitimes, qui est une politique d'une certaine manière néocoloniale. La question la plus compliquée sans doute à traiter si on veut avoir une stratégie russe est la manière d'envisager l'avenir de la Russie elle-même. En réalité, on ne sait pas ce que sera l'avenir de ce pays. La guerre l'a fait entrer dans une zone d'incertitude totale sur ce que sera la Russie d'après-guerre, parce que les données démographiques, économiques, la relation entre le pouvoir central et les régions, toutes ces données structurelles sont affectées de manière extrêmement brutale par cette guerre et le seront d'autant plus que la guerre sera ou non amenée à durer, que l'issue de la guerre sera une victoire ukrainienne comme on le souhaite, ou une forme de conflit gelé, ou ce qu'on ne peut pas exclure, une forme de victoire de la Russie. Tout ça va profondément changer le visage de la Russie d'après-guerre. Il est donc extrêmement compliqué pour les Européens de concevoir une politique pour l'avenir de leur relation avec ce pays. Ce qu'ils peuvent essayer de faire, en revanche, c'est de se mettre d'accord sur une vision commune de ce qu'ils souhaiteraient pour cette relation. Alors, je ne dis pas ce qu'ils souhaiteraient dans un monde idéal où on aurait une Russie complètement différente, avec un régime différent, etc. Mais toute chose égale par ailleurs, comme disent les économistes, quel est le minimum sur lequel on peut se mettre d'accord du type de relation qu'on souhaiterait établir avec la Russie. Et je crois que ce minimum, il doit partir de l'idée que il est dans l'intérêt de tous que la Russie se voit comme un pays normal et non plus comme une puissance exceptionnelle qui a vocation à dominer son voisinage, et que ce pays n'ait plus l'ambition de contrôler la trajectoire des pays voisins et a fortiori des pays au-delà de son voisinage immédiat. Ce type de perception de la Russie, que la Russie pourrait avoir d'elle-même, on ne peut évidemment pas l'imposer, et ça n'est pas les Européens qui seront capables de changer cette perception que la Russie a d'elle-même, mais ils peuvent au moins faire en sorte de ne pas empêcher l'avènement ou l'arrivée d'une telle vision. Et ils peuvent travailler
avec les Russes qui se sont installés depuis le début de cette guerre au sein de l'Union européenne pour essayer de faire en sorte que cette communauté russe en Europe soit porteuse d'une vision différente de l'identité de la Russie. Oui, tout à fait. On comprend votre argument, mais c'est justement, voilà, ce point-là qui est vraiment très, très discuté en Ukraine par rapport à l'avenir de la Russie. Vu de l'Ukraine, la victoire et un monde après la guerre sera bien sûr extrêmement difficile à imaginer aujourd'hui, mais non seulement les troupes ukrainiennes doivent repousser les Russes des territoires occupés, donc restaurer l'intégrité territoriale, mais il faudrait justement des changements fondamentaux à l'intérieur de la Russie. Et grande question et grande interrogation qui est là dans tous les débats, et qui, pour l'instant, n'a pas de réponse, c'est à qui parler? Qui est-ce que pourrait représenter une certaine alternative pour, ce pays normaux, comme vous dites, que la Russie pourrait devenir, dans l'avenir? On n'a aucune illusion que ça sera pas possible demain ni après-demain. On discute aujourd'hui de la période de au moins 2 générations, mais pour cela, avant que ça soit possible, il faudrait concevoir sans doute dès maintenant une certaine décomposition de la Russie, c'est-à-dire que un pays qui est aussi grand, un pays qui dispose d'autant de ressources, un pays qui dispose de l'arme nucléaire, un pays même vaincu dans la guerre, même si on part de l'hypothèse que la Russie va perdre cette guerre, et donc cette hypothèse qui n'est pas, qui est réaliste, mais qui n'est pas malheureusement la seule possible. Donc même dans cet état de choses, si on laisse un pays aussi grand avaler cette défaite et donc faire nourrir le sentiment de la rancune, on pourrait justement avoir des conséquences, une nouvelle agression encore plus forte, le cas de figure qui est connu dans l'histoire européenne notamment. Donc, les grands questionnements aujourd'hui, comment faire en ayant le déficit de ressources, parce qu'on parle de déficit de ressources ukrainiennes, mais aussi européennes et sans doute aussi américaines. Donc, on ne pourra pas imposer cette décomposition, cette fédéralisation à la Russie. Mais on comprend qu'un pays comme ça, un empire, il ne pourra pas continuer à exister sans qu'il représente un danger existentiel pour les voisins, un danger existentiel pour l'Europe. Est-ce que autour de vous et dans votre réflexion, voilà, cette idée de changement de l'avenir de la Russie, c'est-à-dire que décomposition de la Russie en plusieurs États ou plusieurs régions autonomes, est-ce que c'est une idée qui est considérée comme une des options pour l'avenir? Je crois à titre personnel que c'est un discours qui est extrêmement dangereux et qui par ailleurs est irréaliste. Il est irréaliste parce que il n'y a pas à ce stade, en tout cas, dans les différentes composantes de la Fédération de Russie, de volonté séparatiste qui soit réellement affirmée. Il y en a eu en Tchétchénie, on sait comment cela s'est fini, et s'il devait, voilà, si la décomposition de la Russie devait commencer quelque part, je pense que ce serait dans le Caucase du Nord, mais je pense que manier cette idée, en tout cas vu des pays occidentaux, est une idée dangereuse, tout simplement parce qu'elle donne aux Russes une raison de se battre. Et que pour moi, dans cette guerre, s'il y a une chose qu'il faut chercher à faire, c'est à convaincre la population russe que cette guerre n'est pas la leur, que cette guerre est même contraire à leurs intérêts. Et si on commence à agiter l'idée que leur pays disparaîtrait à la suite d'une défaite, on leur donne une raison de souhaiter la victoire. Et je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt. D'autant plus que tout cela se greffe sur une histoire de la Russie qui est celle des années 90 et qui n'a pas été vécue de la même manière en Russie que dans les autres républiques de l'ex-URSS, qui
enfin, ces républiques avaient gagné leur indépendance, ont pu construire leur propre État après 1991. La Russie a perçu 1991 comme la perte de son empire et elle n'est pas sortie de cette douleur fantôme de la perte de l'empire. Je ne sais pas combien de temps il lui faudra pour en sortir, mais je ne pense pas que le discours qu'on peut entendre ici ou là sur la nécessité que la Russie soit disloquée pour qu'elle cesse d'être une menace, soit le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités en Russie sur ce sujet. Je crois aussi qu'il y a une part de fantasme dans la manière dont nous percevons la Russie, parce que ce pays est si grand, avec une telle profondeur stratégique, qui lui donne aussi une forme de puissance par le contrôle des ressources qu'elle a via ce territoire. Il faut bien voir aussi que la gestion de ce territoire est une contrainte majeure pour la Russie. Et on sait l'état de développement ou de sous-développement qu'il peut y avoir dans un grand nombre de régions russes, parce que la Russie n'a pas les moyens de développer ce territoire, ou en tout cas parce qu'elle utilise les moyens dont elle dispose pour conduire des guerres à l'extérieur plutôt que de développer son propre territoire. Et donc je pense que l'un des discours que l'on pourrait tenir vis-à-vis de la population russe, si toutefois on avait les canaux, et je vais revenir sur votre idée de à qui parler, enfin sur votre question sur à qui parler. Je pense que l'un des discours que doivent entendre les Russes, c'est le fait que les ressources que les autorités russes déploient pour détruire les pays voisins, elles pourraient les utiliser pour construire leur propre pays et améliorer la qualité de vie dans leur propre pays. Je pense que ça, c'est un discours qui peut être entendu par les Russes beaucoup plus que l'idée que leur pays a vocation à être disloqué à l'issue de cette guerre. Sur la question de à qui parler, c'est une question extrêmement compliquée parce qu'on manque de canaux de discussion directs avec ce qui reste de la société civile en Russie. Les espaces disponibles pour cette société civile sont de plus en plus réduits. Elle est de plus en plus menacée, y compris de manière physique très directe. Et l'accès à l'information et à des sources d'information étrangères est de plus en plus réduite. Donc on est un peu handicapé par cette absence de canaux de communication directe avec la population russe. Ce qu'on a en revanche, c'est une diaspora plus importante de citoyens russes qui se sont installés dans l'Union européenne, pour beaucoup parce qu'ils étaient opposés à cette guerre ou ne souhaitaient pas y participer. Et cette population conserve encore aujourd'hui des liens avec leur famille, avec leurs amis restés en Russie. Là aussi, la communication va tendre à se distendre et à être de plus en plus compliquée parce que ces populations vivent dans des univers et dans des bulles informationnelles différentes. Mais on n'a pas tellement d'autre choix en réalité que d'accueillir cette population russe et de faire en sorte qu'elle comprenne ce que la Russie est en train de faire à l'Ukraine, ce que la Russie a fait depuis 1991 et avant aux pays de son voisinage, et que la remise en question de cette identité impériale de la Russie commence à faire son chemin dans la diaspora russe qui est installée dans l'Union européenne. Oui, tout ceci étant dit, oui, bien d'accord, mais malheureusement, il y a très peu de chances que ces populations, russes à l'étranger, cette diaspora russe, elle pourra, changer le projet politique à l'intérieur de la Russie, puisque c'est aussi en quelque sorte un signe de défaite que de partir, de quitter son pays, d'un autre historique, bien sûr de ne pas participer à des crimes de guerre, du régime russe, mais aussi de la population russe contre les pays voisins, y compris l'Ukraine. Mais c'est aussi quelque sorte une défaite politique de devoir partir et
et ici, en Ukraine, on a très peu d'espoir que ce sont ces populations-là qui vont retourner ensuite, par la suite en Russie, qui vont contribuer à élaborer, ce projet politique, de nouveau pays qui pourra, prendre la place de cette Russie qui s'est transformée en État agresseur partout, pas seulement en Ukraine, mais bien sûr dans d'autres zones aussi. Mais à la fois, on constate, voilà, le cours de l'histoire, des choses qui se clarifient. On constate une faiblesse de cet empire qui est là, puisque voilà les développements tout récents entre Arménie et Azerbaïdjan au sujet de Karabakh, ce conflit qui avait duré plus de 30 ans, et il semble être résolu. Et donc un des facteurs qui avait joué un rôle dans la résolution de ce conflit est le fait que la Russie aujourd'hui est suffisamment faible et assez faible pour pouvoir intervenir. Donc ça montre en quelque sorte que oui, cet empire qui paraissait grand, qui paraissait tout puissant, il commence à perdre par-ci par-là, et donc c'est un signal aussi très clair à d'autres régions, notamment d'autres pays comme Géorgie ou comme Moldavie, qui a son conflit gelé avec Transnistrie qui n'est pas réglé depuis plus de 30 ans. Donc tout ceci peut changer la carte de l'Europe, n'est-ce pas? Tout à fait, mais en réalité, je pense qu'on a affaire à une trajectoire qui était là depuis 1991, voire un petit peu avant, qui est une trajectoire de dissociation et de différenciation accrue entre les différents pays de l'ex-URSS. Depuis 1991, tous les pays issus de l'ex-URSS ont eu des trajectoires politiques propres, avec leur dynamique interne, qui ont petit à petit pris le dessus sur l'influence russe, et avec aussi une perception par les populations qui a changé. Dans un pays comme le Kazakhstan ou dans un pays comme l'Arménie, on a deux générations, ou une génération et demie, disons, qui ont grandi dans un pays dont les frontières étaient celles d'un État souverain, dont le nom était celui d'un État souverain, et qui ne reconnaissent pas à la Russie le droit d'exercer une influence prépondérante sur leur pays. C'est une prise de conscience qui a fait son chemin de manière discrète, je pense, depuis 1991, et qui est accélérée depuis février 2022, parce que dans tous ces pays, ces jeunes générations qui ont grandi dans des États souverains sont choquées que la Russie puisse envahir de manière aussi brutale un pays qui lui-même avait des frontières et une trajectoire politique qui lui était propre. Donc on a, je pense, une trajectoire qui est très largement antérieure à février 2022, qui s'est accélérée depuis février 2022, mais qui suscite aussi des réactions de la part de la Russie, et des réactions qui peuvent être brutales. Je pense qu'on n'est pas sorti non plus complètement de la zone de danger quelque part, où les trajectoires de ces pays vers plus de souveraineté et des identités beaucoup plus affirmées, et une relation quelque part d'égal à égal avec la Russie, tout cela va continuer à susciter des réactions brutales de la Russie. La question étant celle des moyens qu'aura la Russie pour continuer à poursuivre cette politique. Elle conserve aujourd'hui des moyens d'influencer la situation politique intérieure dans un certain nombre de pays. On le voit en particulier en Géorgie. Est-ce qu'elle aura les moyens d'une action militaire le cas échéant? Vous parliez du conflit du Haut-Karabakh. La Russie est présente dans le Haut-Karabakh comme une force d'interposition qui ne s'est pas réellement interposée face à l'Azerbaïdjan ces derniers jours. Est-ce que la Russie va pouvoir conserver cette présence militaire? Ça n'est pas dit, mais je pense que la Russie va tout faire pour la conserver, parce que si elle perdait cette présence, le risque est qu'elle perde toute influence, aussi bien en Arménie qu'en Azerbaïdjan, qui a déjà développé des partenariats avec d'autres acteurs internationaux.
Oui, donc on constate que cette influence est encore là, mais elle est en train de quand même, diminuer, dans cette région et on espère que ça sera aussi le cas pour, d'autres régions. Ma dernière question à vous, on va revenir en Europe, on va revenir en France, on va revenir à la question que nous n'avons pas abordée, mais qui est la question qui est une des questions fondamentales de cette guerre. Elle concerne l'arme nucléaire. On sait que voilà, la Russie, non seulement c'est un pays agresseur qui a agressé un pays voisin, mais c'est aussi un pays qui dispose de l'arme nucléaire. Et voilà, cette présence de l'arme nucléaire, elle influence les débats, elle change les discussions. Est-ce que et à la fois on constate que la France, comme pays, c'est le seul pays de l'Union européenne qui dispose de l'arme nucléaire. Est-ce que et voilà, et on entend parler de plus en plus souvent de ce concept de l'autonomie stratégique, voilà, de l'Europe, voilà, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'OTAN. Est-ce que vous croyez que bon, la France, comme un État, elle pourrait jouer un rôle important dans la résolution de ce conflit, étant donné qu'elle dispose de l'arme nucléaire? Alors c'est une question qui est compliquée, d'une part parce que je suis pas spécialiste des questions nucléaires et c'est des questions qui sont, extrêmement techniques. D'autre part parce que jusqu'à présent, la dimension nucléaire, de ce conflit a été une dimension de dissuasion mutuelle. Les Occidentaux ont été prudents dans la livraison d'un certain nombre d'équipements à l'Ukraine et dans la manière dont ils ont échelonné euh, le passage des, à des équipements de plus en plus perfectionnés pour éviter de se retrouver dans un scénario d'escalade nucléaire brutale par la Russie. Et inversement, les Russes n'ont pas frappé le territoire de pays de l'OTAN, n'ont pas frappé non plus les livraisons d'armements occidentaux à l'Ukraine, sans doute par crainte d'une escalade nucléaire de leur côté. Donc on a une forme de dissuasion mutuelle qui a joué son rôle. On entend un certain nombre de commentateurs russes évoquer le scénario d'escalade nucléaire. Il y a eu des indications assez subliminales de la part des responsables russes, mais pour l'instant, on n'est pas dans un scénario logique d'escalade nucléaire selon les doctrines, en tout cas selon la doctrine russe. Euh, Maintenant, ces questions-là ne sont pas uniquement réglées par les doctrines, elles sont réglées par des décideurs politiques et par Vladimir Poutine personnellement. Et donc, c'est un scénario qui n'est pas exclu, mais il y a entre les puissances nucléaires un certain nombre de principes qui gouvernent leurs relations et leur compréhension de, voilà, des risques d'escalade qui pour l'instant a fonctionné. Je pense que les États-Unis ont passé des messages très clairs à la Russie sur ce sujet. La Chine a passé le même type de message. La France, à l'évidence, les a passés aussi. Donc on n'est pas en réalité dans un scénario d'escalade nucléaire imminente et voilà, qui susciterait une inquiétude particulière. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais je vous avouerai que si ce scénario se produisait, on serait aussi, je pense, dans un monde différent, parce que le monde dans lequel nous vivons est celui de l'après 1945, où le tabou du recours à l'arme nucléaire reste extrêmement fort et reste quelque part un élément de stabilité aussi des relations internationales. Oui, oui, elle reste, espérons que ça sera le cas puisqu'on entend un peu trop souvent les menaces nucléaires et de l'utilisation des armes nucléaires tactiques de la part de la Russie. Donc c'était à plusieurs, occasions depuis le début de ce conflit, mais espérons que justement ce conflit pourra continuer sans l'emploi, de l'arme nucléaire, que ça soit tactique ou stratégique puisque, comme on disait au XXe siècle encore, dans la guerre nucléaire, il y aura pas des vainqueurs. Merci beaucoup
Marie, pour vos réponses très éclairantes et pour cet entretien. Merci beaucoup de m'avoir reçue. C'était le podcast l'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Marie Dumoulin, ancienne diplomate, directrice du programme Europe élargie à l'European Council of Foreign Relations. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.